Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire offert par le Centre de transformation du logement communautaire. Mon nom est Luc Labelle, je serai votre animateur pour la formation d'aujourd'hui. Je suis chargé de programme pour le Fonds de transformation du secteur. Je suis également accompagné de Chrissy Diavatopoulos et de Marina Slutsky, toutes deux chargées de programme pour le Fonds d'aide communautaire aux locataires. Si on regarde à l'ordre du jour aujourd'hui, nous allons parler du centre, mais plus précisément des fonds, des formulaires, des critères d'évaluation qui sont pris en compte, le type de rapport que nous allons demander aux bénéficiaires et les prochaines étapes qui s'offrent à vous, les bénéficiaires. Avant d'aller plus loin dans la formation, juste vous informer que nous avons coupé le son de tous les microphones pour minimiser le bruit. Aussi, si vous avez des questions à travers la présentation, je vous invite à écrire vos questions dans la boîte de clavardage. On va essayer de répondre aux questions à la fin du webinaire. Si on ne répond pas à votre question aujourd'hui, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel ou à nous appeler. Ça nous fera toujours plaisir de vous aider. À la fin de la présentation, nous allons afficher les informations utiles pour que vous puissiez nous contacter. Aussi, le webinaire et la présentation PowerPoint seront disponibles pour téléchargement sur le site web dans les prochains jours. Donc, d'ici la semaine prochaine, tout cela sera disponible. Si vous êtes inscrit à titre de réviseur pour le centre, sachez qu'il y aura un autre webinaire avec plus d'informations pour donner des informations sur le rôle et les tâches que les réviseurs devront faire. Et finalement, nous désirons souligner que nous utilisons le terme locataire dans cette présentation, mais également ailleurs dans notre documentation. Prenez note que nous incluons également dans cette dénomination les membres des coopératives d'habitation. Donc, c'est une dénomination inclusive que nous comprenons lorsque nous utilisons le mot locataire. Donc, pour les personnes qui sont avec nous pour la première fois, qui n'avaient jamais entendu parler du centre de transformation, permettez-moi de lire l'énoncé de mission. Donc, le centre est là pour établir des liens et des partenariats avec des fournisseurs de services et de logements communautaires afin de faciliter l'évolution du secteur. Nous faisons cela en finançant, soutenant et développant la capacité organisationnelle du secteur. Donc, afin de faire cette mission, le centre y répond à travers 3 actions principalement, donc informer, financer et collaborer. Aujourd'hui, cependant, on va se concentrer sur la portion du financement. Donc, il est important de garder en tête que tous les projets qui seront déposés au centre pour un financement doivent incorporer un aspect transformateur. Ils doivent être des projets transformateurs. Qu'est-ce qu'on entend par transformateur? Eh bien, le centre définit la transformation comme un changement durable, concret, profond et à long terme. Ainsi, les projets proposés doivent inclure de nouvelles approches, de nouveaux outils ou façons de faire pour l'organisme ou pour le secteur. Cela ne signifie pas que la méthode ou les approches sont tout à fait nouvelles, mais simplement qu'elles sont nouvelles pour l'organisme proposant le projet. La mise en place d'une nouvelle méthode dans votre organisation est pour vous nouvelle et innovante. Par exemple, si votre organisation commence à percevoir les loyers par transfert électronique plutôt que de demander aux locataires de payer par chèque, cela peut avoir un effet transformateur en vous permettant de réduire vos coûts administratifs, de faciliter le processus de perception des loyers et de simplifier la vie des locataires ultimement. Le centre pourrait donc financer le nouvel ordinateur et le logiciel nécessaire pour une telle transformation. À une autre échelle, un peu plus grande cette fois-ci, une étude de faisabilité portant sur la fusion de 2, 3 ou 4 organismes afin d'accroître leur viabilité financière et de professionnaliser leur gestion et de renforcer leur conseil d'administration serait également qualifié comme nouveau et transformateur. Finalement, à un niveau encore plus haut, niveau sectoriel, la création d'un centre regroupant les ressources techniques pour une province, une région ou même une grande ville aiderait des dizaines d'organismes à augmenter leur capacité organisationnelle. Ce serait donc
transformateur. Si, après toutes ces explications, pour vous, la notion de transformation reste mystérieuse, ben, je vous en prie, appelez-nous ou écrivez-nous un courriel, puis on pourra, avec vous, voir comment est-ce que votre projet, votre idée peut répondre à ce critère d'être transformateur. Maintenant, en plus d'être transformateur, tous les projets devront répondre à au moins une des 5 priorités du centre. Quelles sont-elles? Nous allons les voir ensemble. Donc, on dit réduire l'empreinte environnementale du secteur, répondre au manque de services pour les communautés autochtones, encourager des pratiques d'affaires innovantes et durables, améliorer l'inclusion sociale et l'engagement de la communauté, favoriser la croissance du secteur du logement communautaire. Ainsi, les projets doivent répondre à un de ces 5 axes, à tout le moins, plus d'un idéalement. Et maintenant, nous allons voir plus en détail la composition des fonds qui sont offerts par le centre. Donc, il y a 2 fonds. Il y a le fonds de transformation du secteur qui comprend 2 volets, et puis le fonds d'initiative d'aide communautaire aux locataires. Je vais inviter maintenant Chrissy à nous expliquer un peu plus en détail le fonds d'initiative d'aide communautaire aux locataires. Avant de vous présenter spécifiquement les 3 objectifs du fonds, je vais juste vous donner un résumé général, le but ultime de ce fonds. C'est quoi vraiment la vision de ce fonds? Donc, nous voulons nous assurer que le fonds contribue aux activités et initiatives qui aident à développer la capacité des locataires et leur offrir la possibilité de participer pleinement aux décisions qui les concernent. Donc, la vision vraiment, c'est que les locataires peuvent participer pleinement dans leur milieu de vie et il va avoir par conséquence un aspect positif transformateur au milieu de vie dû à cette participation des locataires. Donc, il y a 3 objectifs pour ce fonds et je vais vous les présenter maintenant. Donc, le premier objectif est d'accroître et promouvoir l'accès à l'information. Le deuxième est de renforcer les capacités en matière de prise de décision et de responsabilité liées au logement. Et le troisième est de favoriser la participation des locataires dans la prise de décision et dans les projets liés au logement. Donc, comme vous pouvez voir, les objectifs sont assez larges pour le fonds et permettent un grand éventail d'activités dans le cadre de ce fonds. Donc, juste pour résumer très brièvement, il faut soit accroître et promouvoir l'accès à l'information, renforcer les capacités des locataires ou favoriser la participation des locataires. Donc, chaque demande de projet peut tomber dans soit un, deux ou les 3 objectifs du fonds. Donc maintenant, on va parler qui est éligible d'appliquer pour le fonds. Donc, soit les organismes communautaires ou à but non lucratif qui collaborent avec les locataires, les associations de locataires, les fournisseurs de logements communautaires, donc soit les coops d'habitation, les OSBL d'habitation ou le logement social, ou les fournisseurs de services du secteur. Donc, quand on dit les fournisseurs du service du secteur, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est soit les associations, les réseaux, les fédérations qui travaillent à grande échelle au nom de leurs membres, tels que le Réseau québécois des OSBL d'habitation au Québec ou le Co-op Housing Federation of BC en Colombie-Britannique, ou bien la Fédération Metro Tenants Association en Ontario. Donc, tout ça, c'est des exemples de fournisseurs de services du secteur. Donc, pour être éligible au fonds, il faut que le projet relève à la fois d'au moins un objectif du fonds et au moins d'un axe prioritaire du centre. Donc, Luc a mentionné que le centre a priorisé 5 axes prioritaires. Donc, il faut que le projet touche au moins sur un de ces axes prioritaires du centre et bien sûr au moins un objectif précis du fonds d'initiative d'aide communautaire aux locataires. Les projets doivent être achevés d'ici 2024. Ça ne veut pas dire que les projets vont durer jusqu'à 2024, mais tout projet doit être achevé d'ici 2024. Donc, par rapport à la durée du projet, que vous postuliez pour un projet de 8 mois, par exemple, un projet d'1 an, un projet sur une période plus longue, ça dépendra de l'objectif et de l'échelle de votre projet. Donc, dans la conceptualisation de votre projet, c'est à vous de déterminer la durée de votre projet.
et comme on a mentionné, tout projet doit être achevé d'ici 2024. Et le montant demandé ne peut dépasser 150 000. Donc, pour ce fonds, toute demande de subvention est de 150 000 ou moins. Et si jamais vous avez un projet en tête pour une plus grande envergure et nécessiterait plus de 150 000, alors vous pouvez envisager de présenter une demande dans le cadre du Fonds de transformation du secteur, les projets à impact sectoriel. Donc, les projets qui sont plus grands, impact sectoriel, Luc va les présenter bientôt. Donc maintenant, les types d'activités qui peuvent être couverts par le fonds. Donc, sensibiliser le public à la réalité des locataires, informer et sensibiliser sur les droits et responsabilités des locataires, augmenter les connaissances des locataires sur les options de logement, améliorer la littératie financière qui est liée au logement, accroître la participation significative des locataires et leur influence sur les décisions et les projets de logement qui les concernent, notamment dans la définition des services, reconnaître et intégrer les connaissances des peuples autochtones. Donc, ça, c'est des types d'activités qui peuvent être couverts par le fonds. Et comme vous pouvez voir, ces activités touchent au moins un de nos objectifs, soit l'accès à l'information, le renforcement des capacités ou la favorisation de la participation des locataires. Et maintenant, voici quelques exemples de projets précis. Ce sont seulement des exemples, donc ne vous sentez pas limité à ces exemples, ce sont simplement des idées de projets. Par exemple, donc mettre en place des séances d'information sur les droits des locataires dispensées par les organismes communautaires aux locataires vulnérables, réviser les politiques d'attribution des unités dans un logement afin d'assurer l'équité entre les locataires, sensibiliser les membres du conseil d'administration à l'importance de favoriser l'implication et la représentation des locataires au conseil d'administration. Donc maintenant, ce que nous finançons pas. Les travaux de construction ou de rénovation, le paiement de frais associés à des actions judiciaires ou à des mesures administratives. Par contre, la consultation juridique ne fait cependant pas l'objet de restrictions. L'assistance individuelle pour l'accès au logement. Toute activité ne s'inscrivant pas dans l'un de nos axes prioritaires du centre. Les dépenses encourues pour des activités entamées avant la confirmation écrite de l'octroi de la subvention par le centre. Les activités qui ne sont pas nouvelles ou transformatrices pour les organismes, les fournisseurs ou le secteur. Les dépenses associées au programme de base, aux services réguliers, à l'administration et à l'exploitation. Les provisions financières pour des tâches devant être achevées à une date ultérieure et les activités de levée de fonds. Donc, une chose que je veux préciser ici ou mentionner, c'est que quand on dit les dépenses associées au programme de base, aux services réguliers, à l'administration ne sont pas couverts. En fait, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas construire ou ajouter à votre programmation de base. Il doit y avoir, par contre, une valeur ajoutée, quelque chose de nouveau, en dehors de vos services réguliers pour lesquels vous recevez déjà un financement. Donc, par exemple, si vous êtes un centre d'aide au logement, et que votre activité principale consiste à offrir du soutien individuel aux personnes qui viennent vous voir concernant leurs besoins en matière de logement, vous ne pouvez pas demander de financement de notre centre pour ce service précis, vu que ça fait partie de vos activités de base. Par contre, si vous avez fait une évaluation des besoins et que vous voyez que certains groupes de personnes qui ont des besoins supplémentaires auxquels vous ne pouvez pas répondre actuellement et que vous voulez construire un projet pour répondre à ces besoins, bien sûr, ce nouveau service pourrait être financé. Aussi, quand on mentionne que il doit y avoir un aspect transformateur. Donc, ça, c'est vraiment un aspect nouveau, innovateur. Et à la fin du financement, les nouvelles structures en place, les nouvelles connaissances qui ont été acquises durant le projet et les nouvelles façons de faire vont continuer à avoir un impact. Merci.
Merci beaucoup, Chrissy, pour toutes ces explications sur le fonds d'aide communautaire aux locataires. Maintenant, on va passer du côté du fonds de transformation du secteur. Donc, comme mentionné au tout début, on a deux volets, les projets locaux et puis les projets d'impact sectoriel. Les deux partagent les mêmes objectifs auxquels votre projet devra répondre, au moins à un d'entre eux. Donc, faire un effet de levier pour faciliter l'accès ou bonifier d'autres subventions existantes, amener des projets pour réduire l'empreinte environnementale du secteur, promouvoir des projets au sein des communautés autochtones ou pour des communautés autochtones, élaborer des outils de toutes sortes ou les rendre accessibles, appuyer des initiatives de consolidation sectorielle, de partenariat, donc ça peut être consolidation, mutualisation, fusion, après renforcer la capacité organisationnelle de façon générale, améliorer la capacité d'adaptation ou de résilience du secteur, répondre à des lacunes sectorielles dans l'offre de services, donc des manques de services qui seraient identifiés, soit pour un territoire ou sur un thème particulier relié au logement communautaire, et finalement, mobiliser la communauté. Au niveau des critères d'admissibilité, donc les deux volets partagent encore là certains critères en commun. Donc, le fonds s'adresse aux fournisseurs de logements communautaires, que ce soit coopératif, social ou OSBL, aux fiducies foncières ou aux fournisseurs de services. Donc, on est un peu plus restrictif sur qui peut avoir accès à ce fonds-là. Si vous ne classez pas si vous ne vous retrouvez pas dans ces catégories-là, mais que vous êtes associé à un fournisseur de logements communautaires, par exemple, il y aura peut-être moyen de faire passer la demande par cette personne-là, par cet organisme-là. Bien sûr, le projet doit répondre aux objectifs du fonds, aux priorités du centre et aux activités admissibles. Et ce dernier devra être terminé avant 2028. Donc, c'est un programme qui dure un peu plus longtemps que du côté du fonds d'aide communautaire aux locataires. Et finalement, pour les projets locaux, bien évidemment, comme le nom l'indique, on cherche des projets qui vont avoir un impact local, que ce soit pour l'organisme, pour ses partenaires adjacents ou pour le quartier, la ville où est-ce qu'il se trouve. Et c'est important de mentionner qu'il y a une limite de 150 000 pour ce fonds. Du côté des projets d'impact sectoriel, bien, on cherche un organisme qui va avoir l'envergure suffisante pour avoir un impact significatif et bien avoir des retombées sur le secteur de façon globale ou avoir un impact sur une communauté plus large. Et il n'y a aucun plafond, aucune limite là, de financement sur ce fonds-là. Si on passe maintenant aux activités admissibles, donc les deux, concernant les deux volets, on cherche de façon générale des projets qui puissent enrichir des connaissances, élaborer de nouvelles ressources, d'initiatives novatrices et toutes sortes de partenariats, explorer de nouveaux modèles d'affaires, ça peut être un exemple. Tous les types de partenariats aussi qui visent les économies d'échelle et d'autres sortes d'initiatives transformatrices qu'on ne liste pas ici, mais ou qu'on n'a pas nécessairement envisagées, mais qui peuvent venir là, de votre part. Là. Si on regarde plus précisément pour les projets locaux, donc des initiatives visant à réduire l'empreinte environnementale, donc que ce soit par de meilleures pratiques, un programme de partage de véhicules pour les locataires et les employés, ou toutes sortes d'autres initiatives visant à la réduction de l'empreinte carbone. La mise en place de formations, d'évaluation organisationnelle, financière, d'évaluation de la gouvernance. Donc, ça, c'est un aspect qu'on finance. Des outils de gestion, soit les développer ou la mise en place. Tout ce qui est de la mobilisation de la communauté autour d'un projet de logement et les initiatives qui viendraient combler un manque de services local. Maintenant, du côté des projets à impact sectoriel,
Donc là, sur l'aspect de réduction de l'empreinte environnementale, ben, on s'attendrait probablement à des outils, soit de communication ou qui permettraient d'implanter de nouvelles pratiques dans ce domaine-là. L'élaboration de nouveaux modèles financiers, euh, des projets pilotes qui viendraient renforcer la capacité sectorielle, l'élaboration encore là d'outils ou de suivi et de collecte de données, euh, des initiatives de grande échelle qui viendraient répondre aux manques identifiés dans l'offre de service et là, je l'ai déjà mentionné là, à d'autres égards, mais je le répète, développer des outils là, qui profiteraient au secteur dans son ensemble. Sur les activités qu'on ne finance pas, on retrouve grosso modo les mêmes que du côté du fonds des locataires, donc je n'y consacrerai pas trop de temps. Par contre, je tiens à souligner de nouveau qu'on ne finance pas les activités de construction ou de rénovation. De près ou de loin, dès que ça inclut la brique, le mortier, la peinture, des vis, des clous, on ne fait rien de tout ça. Non plus ce qui est des activités régulières, des services réguliers que l'organisme ferait déjà. Donc, on cherche encore là quelque chose qui est transformateur. Donc, voilà pour ce qui est des explications sur le fond de transformation du secteur. Maintenant, on va retourner avec Chrissy pour avoir plus d'informations sur comment appliquer au fond. Une étape très importante. OK, merci. Donc, pour appliquer pour le fonds, vous allez faire une demande sur notre site Internet. Donc, si vous allez sur notre site centre.support et il va y avoir un lien vers notre portail de financement. Donc, toutes les applications vont devoir être faites sur le portail de financement en ligne. À partir de ce moment, vous pouvez créer un compte, choisir le fonds auquel vous souhaitez faire une demande et remplir la demande. Vous pouvez enregistrer l'application et revenir aux besoins. Donc, pour ceux qui se demandent peut-être s'il y a comme une version qu'on peut télécharger, l'imprimer, l'envoyer par télécopieur ou par la poste, en fait, non. Toutes les demandes de subvention vont être faites sur notre portail de financement. Donc, à la gauche, ici, vous pouvez voir une image du portail de financement. Vous pouvez créer un compte et avec le nom d'utilisateur, le mot de passe et entrer dans le portail de financement. Donc ici à la droite, vous pouvez voir ce que ressemble le portail. Quand vous êtes à l'intérieur du portail, vous allez pouvoir choisir le fonds auquel vous voulez appliquer. Donc, il va y avoir le choix de fonds d'initiative d'aide communautaire aux locataires, le fonds de transformation du secteur, les projets locaux, ou le fonds de transformation du secteur, les projets d'impact sectoriel. Donc, quand vous cliquez sur le fonds, il va y avoir une description du fonds avec tous les détails et après, vous pouvez cliquer sur Appliquer et commencer la demande de subvention. Donc, voici ce que ressemble la demande de subvention, l'application. Donc, comme vous pouvez voir, il y a différents onglets qui représentent différentes catégories ou différents thèmes dans le formulaire de demande de subvention. Donc, il va y avoir un questionnaire d'admissibilité. C'est simplement quelques questions pour déterminer si vous êtes admissible à ce fonds. Il va y avoir de l'information sur le demandeur, donc la personne qui fait la demande de subvention. Donc, par exemple, le nom, le titre du poste de la personne, le contact de cette personne. On demande aussi un contact secondaire, donc ça peut être soit quelqu'un en gestion dans l'organisme, un directeur général, un membre du CA ou une autre personne qui est impliquée sur le projet. Renseignements sur l'organisme, renseignements sur le projet, objectifs du projet, jalons du projet. Donc, le jalon, c'est les étapes du projet, le budget et les collaborateurs. Donc, si jamais vous avez des partenaires importants dans le projet, vous voulez les inclure en tant que collaborateurs. Donc, chaque onglet est sur différentes catégories de l'application et après, vous pouvez remplir certaines questions qui sont associées à ces thèmes. Je ne vais pas rentrer dans tous les différents onglets, mais je vais vous en parler de deux précisément, juste pour que vous... c'est des onglets importants et je vais juste vous m'assurer que tout le monde comprenne. Donc, un des onglets est l'objectif du projet.
Donc, comme vous pouvez voir à la gauche, ça c'est pour le Fonds d'initiative d'aide communautaire aux locataires. On a précisé plutôt que ce fonds spécifiquement a trois objectifs. Donc, les objectifs sont mentionnés à la gauche: accroître et promouvoir l'accès à l'information, renforcer les capacités ou favoriser la participation. Donc, dans votre projet, la conceptualisation de votre projet, vous allez déterminer quel objectif est associé à votre projet. Donc, ça peut être associé à un objectif ou deux ou même les trois. Après, vous allez écrire sur les besoins ciblés. Donc, les besoins ciblés sont quels sont les besoins que vous souhaitez combler? Quelles lacunes ce projet comblera-t-il? Donc, peut-être que vous avez fait, par exemple, une étude ou une consultation avec vos membres ou avec vos locataires et vous avez ciblé certains besoins. Après, vous allez écrire sur les résultats qui sont anticipés. Donc, comment allez-vous mesurer la réussite de votre projet? Quels sont les résultats anticipés? Et si jamais vous avez des mesures d'évaluation, vous pouvez les inclure ici. Donc, indiquer les mesures d'évaluation mises en place tout au long du projet pour évaluer les résultats anticipés. Donc ici, on a écrit quelques notes juste pour vous donner un exemple. Imaginez-vous que vous êtes une association de locataires et vous avez fait une consultation avec les membres de l'association et vous avez déterminé que les membres ont besoin de formation pour pouvoir mieux s'impliquer dans la gouvernance de l'association. Donc, vous avez ciblé certains besoins qui ont été exprimés par les membres. Par exemple, le renforcement des compétences pour les membres offert par le biais de sessions de formation, un manuel de formation que les membres ont mentionné, ils veulent avoir un manuel pour pouvoir consulter, et du soutien offert par une consultante ou par un centre communautaire dans le quartier qui va offrir du soutien par rapport aux sessions de formation et du soutien spécifiquement pour les locataires issus de communautés culturelles. Donc, par exemple, dans votre consultation, vous avez déterminé que certains membres qui sont moins impliqués et voulaient faire un effort pour soutenir spécifiquement les membres de communautés culturelles. Donc, maintenant que vous avez ciblé les besoins, c'est le temps de noter les résultats anticipés. Donc, par exemple, après avoir fait un sondage à la fin de chaque session de formation, vos résultats ciblés sont de démontrer une augmentation de compétences, augmenter et à la fin du projet, disons, vous allez faire une évaluation et voir une augmentation de la participation aux activités de gouvernance par les membres et une augmentation de la participation des locataires issus de communautés culturelles. Donc ça, c'est pour vous donner une idée de qu'est-ce qu'on s'attend par rapport aux objectifs du projet. Et cette partie est importante non seulement pour la conceptualisation du projet, mais aussi pour les suivis, parce que dans les rapports, on va vous demander de faire un suivi par rapport aux besoins ciblés et les résultats anticipés, si jamais les résultats anticipés ont changé, par exemple. Un autre volet de la demande de subvention, c'est les jalons du projet, donc les différentes étapes du projet. Ici, tout ce qu'on souhaite, c'est que vous écrivez la date de début et de fin prévue pour chaque phase du projet. Donc, on a divisé le projet en trois phases: la planification et mise en place, la réalisation et la conclusion suivie du projet. Donc, ici, vous pouvez écrire la date de début, la date de fin prévue et les activités principales qui tombent dans cette phase du projet. Donc, par rapport à l'exemple que je vous ai donné à l'association de locataires, donc disons, dans la planification, c'est important de faire une campagne porte-à-porte, une consultation publique, une réunion avec les locataires, etc. Et encore une fois, dans les rapports mi-étape et finaux, on va vous demander une mise à jour des étapes du projet et vous allez pouvoir mentionner la date de début, la date de fin prévue si jamais il y a eu des changements et des changements aux activités principales. Maintenant, je vais mentionner que pour les documents requis, donc bien sûr, vous devez remplir le formulaire de demande.
que je viens de mentionner. Et il va y avoir certains documents requis en fonction du montant de la subvention demandée, comme indiqué dans le tableau qui suit. Donc, si vous appliquez pour un montant de moins de 25 000, nous vous demandons simplement 2 recommandations. Donc, 2 personnes qu'on pourrait contacter au besoin si on a besoin de communiquer avec eux. Donc, 2 personnes. Si votre projet est de 25 000 à juste sous le 50 000, on demande les états financiers les plus récents de l'organisme et une lettre de recommandation. Si le projet est de 50 000 à juste sous le 100 000, on demande les états financiers, encore une fois, et 2 lettres de recommandation. Et si c'est des projets avec une demande plus de 50 000 on demande les états financiers ainsi que 3 lettres de recommandation. Donc, qu'est-ce qu'on veut vraiment pour les références et pour les lettres de recommandation? Donc, appuyez votre proposition et étayer la capacité de votre organisme à mener à bien le projet proposé et provenir de personnes ayant une expérience connexe ou de vos partenaires dans ce projet. Donc, les lettres peuvent être, encore une fois, soit de vos partenaires dans le projet ou des partenaires avec qui vous avez travaillé dans le passé, avec qui ont des expériences connexes. Merci. Merci beaucoup, Chrissy, pour toutes ces informations concernant l'application. Maintenant, avec Marina, on va voir un peu plus en détail, une fois que vous avez rempli votre application, comment de notre côté, on va évaluer celle-ci. Donc, Marina, c'est à OK. toi. Alors, bonjour tout le monde. Je vais vous parler de l'évaluation. Alors, l'évaluation de tous les projets va dépendre sur les niveaux que vous voyez devant vous à ce moment-là. Alors, premièrement, le Fonds de transformation du secteur et le Fonds d'aide communautaire aux locataires vont être évalués différemment. Bien qu'il y a de nombreux critères pour les deux qui soient similaires, il existe quelques différences dont nous parlerons en quelques instants. Puis, en fonction du montant du financement demandé, il y aura également certaines différences. Alors, les projets sous 50 000 et plus de 50 000 seront évalués différemment et vos projets devront répondre à des critères supplémentaires après 50 000. Et finalement, les 2 volets du Fonds de transformation du secteur vont être évalués différemment aussi. Alors, bien que certains critères sont similaires, vos projets doivent répondre à un critère supplémentaire pour le volet d'impact sectoriel. Alors, pour l'évaluation des fonds de transformation du secteur, alors, encore juste pour vous dire, il y a beaucoup de ces critères d'évaluation qui se retrouvent aussi dans le Fonds d'initiative d'aide communautaire aux locataires. Alors, même si vous ne considérez pas déposer de demande pour le Fonds de transformation du secteur, ça vaut la peine de prendre des notes. Alors, premièrement, on va commencer avec la clarté de la demande. Alors, la demande détaille clairement toutes les phases du projet. Alors, pour nous, comme Christy a dit, ça, c'est la planification, le développement, l'exécution et la conclusion et le suivi du projet. Et on veut vraiment voir ici que les activités sont clairement mentionnées et décrites en détail. Deuxièmement, c'est la faisabilité du projet. Alors, le projet est réaliste compte tenu de la taille et de la portée de l'organisme, puis aussi du budget établi, ainsi que des ressources humaines et matérielles prévues. Le troisième, c'est l'identification claire des besoins. Alors, on veut vraiment voir si la demande démontre une connaissance profonde du secteur du logement communautaire, ainsi que des besoins de la communauté ou de l'organisme concerné, et que la demande parle des manques de services existants. Alors, dans cette catégorie-là, on veut voir si le contexte et les besoins sont décrits clairement et de façon détaillée. Quatrième, c'est les partenariats. Alors, ici, on regarde si le demandeur a établi un nombre de partenariats suffisant pour appuyer la portée du projet ou si la capacité organisationnelle interne suffit et ne nécessite pas l'établissement de partenariats. Comme vous voyez ici, la transformation pour le Fonds de transformation du secteur est au centre. C'est aussi un critère que nous considérons dans l'évaluation. Alors ici, on va évaluer la capacité de transformation potentielle de chaque projet. La capacité de transformation pour nous est définie comme un changement durable, concret, profond et à long terme. Alors, par exemple, la mobilisation des ressources, l'amélioration de la capacité d'adaptation, la consolidation du secteur,
la création de modèles d'affaires innovants. Alors ici, on veut voir si le projet répond à tous les critères en matière de capacité de transformation au niveau de l'organisme, de la communauté ou du secteur. Pour les projets de 50 000 et plus, il y aura des critères d'évaluation additionnels. Alors, on n'évalue pas plus simplement la faisabilité, mais plutôt on va chercher à approfondir notre compréhension de ce qui rend un projet réalisable. Alors ici, on veut savoir s'il y a une concordance entre l'ampleur du projet et le budget prévu, et si le budget prévu est réaliste. On veut voir si le projet démontre toutes les exigences reliées à sa capacité organisationnelle. Alors, les ressources humaines et matérielles suffisantes pour compléter le projet et la capacité de surmonter les difficultés. Et finalement, on veut voir si le projet présente une idée ou un concept existant, mais d'une manière innovante, ou s'il propose des nouvelles approches. Pour le volet d'impact sectoriel, il y a un critère de plus. Alors, la portée des résultats. Si le projet aura un impact dans la région ou le secteur d'activité du demandeur et au-delà. Puis, on va au Fonds d'initiative d'aide communautaire aux locataires. Au centre de ce fonds, c'est vraiment l'engagement des locataires. Et quand on parle de l'engagement des locataires, on regarde vraiment la participation et la co-création de la part des locataires. Alors, l'engagement des locataires doit vraiment s'ancrer dans une participation constructive. Ils doivent avoir une influence sur les décisions qui sont prises tout au long du projet et avoir l'occasion de développer leurs compétences. On va aussi évaluer sur l'aspect d'inclusion sociale et si le projet vise à établir des processus participatifs constructifs accessibles à tous. De plus, c'est important de reconnaître les obstacles qui limitent la participation. Alors, on parle ici comme de la langue, du transport, de la stigmatisation et de l'accessibilité, et d'avoir un plan d'action pour rendre la participation plus accessible. Alors, tous les autres points d'évaluation sont très similaires avec le Fonds de transformation du secteur. La différence ici, c'est qu'on va évaluer la capacité de transformation potentielle uniquement pour les projets les plus grands, alors les projets de 50 000 et plus. Je veux juste dire que toutes les demandes de subvention pour le Fonds d'initiative d'aide communautaire aux locataires doivent quand même avoir un aspect transformateur, mais nous allons juste évaluer si le changement est durable, concret, profond et à long terme, alors juste pour les demandes de 50 000 et plus. OK. Et maintenant, je vais juste récapituler les éléments importants qui entrent dans notre analyse des demandes de subvention. Alors, encore, la base pour nous, c'est vraiment la transformation. Est-ce que le projet est transformateur pour l'organisme, le fournisseur ou le secteur? Est-ce que le projet s'aligne sur au moins l'une des priorités du centre dont on a parlé au début du webinaire? Alors, il y en a 5. Ensuite, le projet doit répondre à au moins l'un des objectifs du fonds pour lequel vous faites une demande. Après, nous faisons l'évaluation par le type de fonds, le montant demandé et le volet à l'aide des critères que nous venons de voir ensemble. Nous voulons aussi savoir si le financement du centre a un impact sur la faisabilité du projet. Alors, s'il n'y a pas d'autres sources de financement, on veut vraiment se concentrer à répondre au manque de services. Et finalement, l'objectif du centre est de soutenir toutes les régions géographiques, les types de fournisseurs, les types de logements communautaires et les différentes populations d'une manière équitable à travers le pays. Ainsi, la priorisation des régions, des types de fournisseurs et des populations pour le financement peut se produire à mesure que les fonds sont distribués. À ce moment, considérant que le centre a identifié comme priorité de travailler pour la réconciliation avec les peuples autochtones, les projets pour et par les populations autochtones seront priorisés. Également, considérant la crise climatique, les projets pouvant toucher à l'aspect de réduction de l'empreinte environnementale le seront aussi. Et maintenant, on va vous parler des rapports. Oui, merci beaucoup, Marina, pour tout ce complément et ce récapitulatif des éléments d'évaluation. Permettez-moi de passer la parole à Chrissy pour les rapports. OK, donc maintenant, je vais vous parler des rapports et des versements. Donc,
La section qui suit présente les exigences en matière de déclaration des activités, donc les rapports, ainsi qu'un échéancier de versement en fonction du financement et la durée du projet. Donc, il ne s'agit que de lignes directives. Des ajustements mineurs pourraient survenir selon les conditions et besoins particuliers de chaque projet. Donc, comme vous pouvez voir ici, si votre projet est de moins de 50 000 et d'une durée moins d'1 an, vous avez seulement à produire un rapport final. Nous allons également communiquer avec vous par téléphone à mi-parcours, juste pour avoir une conversation et s'assurer que tout va bien et si jamais vous avez des questions pour nous. Nous allons également vous donner un versement initial, comme vous pouvez voir, de 70 au début du projet et un montant à la fin après avoir complété le rapport final. Si votre projet est de moins de 50 000, mais plus d'1 an, en fait, c'est la même chose, sauf qu'il va y avoir aussi un rapport mi-étape à mi-parcours du projet. Si votre projet est de plus de 50 000 et plus d'1 an, il va y avoir un rapport mi-étape à chaque année du projet, ainsi que le rapport final. Et nous allons également communiquer avec vous tous les 6 mois pour faire un suivi. Les versements seront divisés en 3, avec un deuxième versement à mi-étape. Et si la demande de subvention est de plus de 50 000 et de plus de 2 ans, donc un rapport d'étape à chaque année, le rapport final, des entretiens téléphoniques à chaque 6 mois pour faire des suivis, et il va y avoir différents versements dépendant de la durée du projet. Donc, je sais qu'ici, il y a beaucoup d'informations, mais tout ce que vous devez savoir pour le moment, c'est que les versements sont liés au rapport d'étape et au rapport final et sont vraiment dépendants de la durée du projet et le montant obtenu. Et quand vous êtes accepté pour le fonds auquel vous avez appliqué, nous allons vous donner plus d'informations par rapport à vos versements spécifiques et aux déclarations des activités, donc les rapports. Maintenant, je vais vous mentionner un peu par rapport au rapport. Une chose que je tiens à vous dire, c'est qu'on tient à vous parler des rapports ici pour que vous compreniez l'entièreté du processus. Comme ça, il n'y a pas de surprise. Par contre, on veut mentionner que notre but vraiment pour les rapports, c'est que ce soit un rapport assez léger, assez facile à remplir. Et notre but, c'est pas d'avoir un rapport complexe ou lourd, mais simplement pour faire des suivis. Donc, pour le rapport d'étape et le rapport final, on va demander quelques questions par rapport au projet, par rapport aux objectifs, besoins identifiés et résultats, l'échéancier et les activités et le sommaire financier. Donc, par rapport au projet, on va simplement demander une ou deux questions telles que, de façon générale, comment le projet se déroule-t-il? Et si jamais il y a eu des changements importants apportés au projet, vous pouvez le mentionner. Par rapport aux objectifs, besoins identifiés et résultats, ça, c'est relié à la demande de subvention que je vous ai mentionné plus tôt. Pour chaque objectif identifié, vous allez remplir les besoins identifiés et les résultats anticipés. Donc, on va simplement vous demander de faire un suivi si jamais il y a eu des changements par rapport à vos résultats anticipés, par exemple. Et l'échéancier, encore une fois, dans la demande de subvention, vous allez mentionner les différentes étapes du projet, la date de début, date de fin prévue et les activités dans chaque étape. Encore une fois, on va vous demander pour un suivi si jamais il y a eu des changements. Par exemple, une des étapes a duré plus longtemps que prévu ou les activités ont changé. Vous allez avoir l'opportunité de faire un suivi. Et pour le rapport final, il y a certaines questions qui sont spécifiques seulement au rapport final. Donc, on va vous demander des questions par rapport à l'engagement dans la communauté et les partenariats. Donc, si vous avez eu des partenaires, par exemple, comment s'est déroulé le partenariat? Documentation et couverture médiatique. Donc, si jamais vous avez produit des documents pertinents durant le projet, vous pouvez toujours les mentionner et les ajouter
au rapport, par exemple des brochures, du matériel de formation, etc. Et si jamais vous avez eu de la couverture médiatique au cours de la réalisation de votre projet, vous pouvez toujours le mentionner aussi. Conclusion et impact à long terme. Donc, il va y avoir quelques questions par rapport à l'impact de votre projet. Si vous avez observé des résultats qui n'étaient pas anticipés, par exemple, ou si jamais vous avez un témoignage à partager. Donc, ce type de questions. Et une question sur le partage des savoirs. Donc, si vous avez l'intention de partager vos connaissances et comment. Merveilleux, merci beaucoup, Chrissy, pour l'explication sur les rapports. Voilà qui fait le tour. On a vu les formulaires, on a vu les critères d'évaluation, les objectifs des fonds. Maintenant, je vous invite dès maintenant à réfléchir à vos questions et peut-être commencer à nous les écrire dans la boîte de clavardage. Et juste avant de passer à la période de questions et réponses, je vais passer la parole à Marina qui va nous indiquer quelles sont les prochaines étapes pour nos applicants emballés et excités que vous êtes. OK, alors on va parler un peu des prochaines étapes parce que notre portail ouvre dans 2 jours. Alors, c'est important de vous dire où vous pouvez trouver toute l'information. Alors, premièrement, les documents utiles, ils vont être sur notre site web d'ici la semaine prochaine. Alors, je vais juste vous dire qu'est-ce qu'on va avoir qui va être disponible. Alors, premièrement, une aide-mémoire. Alors, vraiment une liste avec toutes les choses à faire avant de soumettre votre demande. Le formulaire d'application PDF, les rapports PDF, une foire aux questions et des exemples de formulaires d'application pour vous aider dans votre demande. Vous pouvez trouver tout ça à centre.support. Sur notre site, vous pouvez aussi vous inscrire à notre infolettre. Vous pouvez vous inscrire pour devenir réviseur pour le centre. Vous pouvez aussi apprendre plus sur les fonds et examiner notre inventaire de ressources pour vous assurer que le service que vous proposez n'existe pas déjà. Et finalement, il y a 2 jours qui restent avant de pouvoir officiellement présenter vos demandes de financement et parcourir notre inventaire de ressources. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous contacter pour n'importe quelle information. Et vous pouvez nous contacter à info@centre.support et nous sommes toujours là pour répondre à n'importe quelle question. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir assisté au webinaire. J'espère que ça a été très informatif et très éclairant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, soit par courriel ou par téléphone. Merci à tous et bonne journée.